Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Camille. Salut Clémentine. Je suis ravie de t'avoir, on a eu du mal à caler une date, mais on a réussi finalement. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Camille? Alors, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans bientôt et je suis la maman d'un petit Louis qui a bientôt 16 mois et je suis mariée depuis 2021. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman? Alors, j'ai toujours su que je voulais être maman depuis que je suis toute petite, dans le sens où j'avais toujours envie de ce schéma un peu classique, d'avoir un mari, des enfants, mais pendant très longtemps, je me suis dit que je le serais justement dans très longtemps. C'est-à-dire que je me suis sentie prête, je pense, quand j'avais 28 ans, quelque chose comme ça, à vraiment passer le cap et à devenir maman. Mais avant, j'avais juste envie de profiter de ma jeunesse, d'être libre et insouciante. Et pour moi, du coup, ça voulait dire vivre sans enfant, cette période-là. Et c'est ce que j'ai vécu, que je regrette pas d'avoir vécu. Donc j'ai vécu plein de belles choses entourées de ma famille, mon mari, mes amis. Et si c'était à refaire, je referais, je pense, tout pareil. Mais en tout cas, oui, j'ai toujours eu ce désir d'avoir la chair de ma chair, comme on dit, un jour de pouvoir les élever et de les aimer. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit c'est bon, je suis prête? Je pense que c'était pendant le Covid, pendant les périodes de confinement où en plus on préparait notre mariage avec mon mari, qu'on a dû décaler. Mais je pense que j'étais arrivée aussi à une étape de ma vie où j'avais vécu ce que j'avais à vivre entre guillemets. J'ai l'impression qu'on j'ai une vie d'avant, une vie d'après. Je pense que c'est quand même le cas. Ouais. Mais mais ouais, je pense que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais prête à peut-être moins sortir, moins bouger, moins voyager, même si ça n'arrête jamais de voyager, etc. Mais ouais, de vivre différemment. Et la période de confinement m'a fait penser à tout ça, je pense, et m'a fait me faire dire que j'étais prête. Ok. Et est-ce que vous étiez sur le même timing avec ton mari? Je pense que Thibaut était peut-être pas forcément prêt lui à ce moment-là, mais de toute façon, il n'était pas question de lancer le projet bébé à ce moment-là parce qu'on savait qu'on avait notre mariage, on voulait aussi faire tranquillement notre voyage de noces qu'on faisait en plus en Afrique et on sait très bien que c'est pas le meilleur endroit pour lancer un projet bébé parce que quand tu prends plein de médicaments, etc. pour le palu. Donc on savait que dans tous les cas, ça allait pas arriver rapidement. En plus, on décalait notre mariage. Donc c'était pas un problème que lui ne soit pas prêt en même temps que moi. Je dirais que après notre mariage, on commençait à s'en parler. Donc le voyage de noces allait arriver, donc on savait encore une fois que ça allait pas être tout de suite, mais on se sentait prêt. On se disait une fois que le voyage de noces est passé, go, on s'y met quoi. Et c'était chouette de se retrouver du coup alignés sur ça. Ouais, alors, finalement, il a eu le temps de mûrir la décision parce que c'était pas. Toi, t'étais prête, mais c'était pas tout de suite, quoi. Exactement. Ok. Et donc, le voyage de noces se passe. Vous avez toujours envie d'avoir un bébé et donc vous lancez le projet. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu? Alors, effectivement, moi, mon chemin vers la maternité, on va dire, a commencé assez rapidement. Je suis tombée très rapidement enceinte, donc je suis chanceuse là-dessus. Par contre, ça a commencé avec un arrêt de grossesse. Et c'est marrant, parce que quand on a commencé à préparer un peu l'épisode, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé de discuter, comme si mon cerveau mettait un peu de côté cette partie-là de moi. Parce que voilà, ça a été un moment qui a été à la fois très très triste, mais aussi extrêmement rapide parce que les choses se sont passées très vite, sans séquelles. J'ai eu la chance de retomber enceinte après, bon, on en reparlera. Je pense que c'est important aussi d'en parler pour les femmes qui vivent aussi la même chose. C'est quand même courant. Et on passe, je pense aussi pour en avoir discuté avec les quelques femmes qui ont vécu ça comme moi, on passe exactement par les mêmes émotions, les mêmes douleurs, que ce soit des douleurs physiques ou émotionnelles. Ouais. Oui, et puis
comme tu dis, c'est assez commun. Je crois que c'est une sur quatre, une grossesse sur quatre à peu près. Ouais, Donc c'est quand même franchement beaucoup. Et je trouve que quand on commence à parler de ce sujet, bah, on se rend compte qu'en fait autour de nous, il y en a plein qui l'ont vécu et c'est juste que le sujet n'a jamais été abordé. exactement, ouais. Et alors que ça devrait être en fait un sujet ben, ouvert parce que comme tu dis, il y a plein de femmes qui passent par là et que ne pas se sentir toute seule dans ces moments-là, c'est quand même enfin, c'est important quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et en fait, bon, une fois que ça m'est arrivé, j'avais besoin de trouver des réponses, même si en fait, il y en a pas forcément. C'est aussi bah, les lois de la nature, on va dire. Et ça fait du bien, voilà, de lire des choses, d'écouter des podcasts ou d'en parler tout simplement autour de nous. Et effectivement, on se rend compte que dans notre famille, c'est déjà arrivé, ou alors des collègues. Et du coup, bah, c'est sûr, on se sent un peu moins seul à traverser tout ça. Parce que ouais, je l'ai vécu comme, enfin, quand j'en parle, je distingue vraiment deux douleurs différentes. Et c'est vrai, quand j'en parle autour de moi, bah, c'est les mêmes douleurs qui sont ressenties par ces femmes-là. Bah, tu as déjà la douleur physique de la fausse couche. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi douloureux. En fait, je me rappelle, ça prend au niveau du dos, au niveau des lombaires. Et quand j'ai eu ma deuxième grossesse et que j'étais sur le point d'accoucher du coup de Louis, au début, mes premières contractions ressemblaient exactement, mais vraiment exactement, aux douleurs que j'ai eues au moment où je faisais ma fausse couche. Et je me suis dit, c'est exactement la même mécanique. Alors, la taille du bébé n'en a rien à voir, totalement. C'est minuscule, microscopique au moment de la fausse couche. Enfin, ça tout dépend à la période à laquelle tu l'as fait. Mais alors, j'étais étonnée de ça, de me dire que c'est exactement la même mécanique, quoi. C'est des contractions que t'as pour expulser, bah là, en l'occurrence, c'était des tissus. Et ça, et donc ça m'est revenu un peu, bah, quand j'étais à la fin de ma deuxième grossesse. Du coup, forcément, j'y repensais parce que c'était exactement les mêmes douleurs au début, bien sûr. Après, au moment de l'accouchement, c'est pas forcément les mêmes douleurs, mais ça m'avait interpellée. Mais en tout cas, je me rappelle quand j'en parlais autour de moi, à quelques femmes à qui c'était arrivé, c'est vrai que la douleur, elle est impressionnante. Et voilà, des antalgiques, du Doliprane ne calment pas du tout ça. Et puis souvent, les saignements, voilà, ils sont aussi très importants. Donc ça, c'est normal si ça vous arrive d'avoir des saignements extrêmement abondants. Et aussi, moi, ce qui m'avait le plus marqué, je dirais, c'était cette perte de tissu. En fait, c'est pas comme des règles, on perd vraiment des morceaux donc c'est des morceaux de tissu, mais ça fait comme des boules de peau un peu. Et ça, c'est vrai que c'est assez choquant. Donc, il y a déjà toute cette partie-là qui est effectivement qui marque et qui est choquante, comme je viens de le dire. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie émotionnelle. Et c'est là-dessus souvent qu'on aime bien du coup en parler. Ça nous fait du bien d'extérioriser ça parce que vraiment, c'est vécu, je pense, comme un deuil, même si on est au tout début d'une grossesse. Ça reste conceptuel. Moi, je sais que le plus dur pour moi, c'est d'avoir en fait aimé directement ce petit embryon. Enfin, c'était même pas un embryon, mais c'est cette chose qui était en moi dès le test positif et de m'être tout de suite projetée en fait. Et quand tout s'arrête d'un coup net, comme dans tout projet de la vie, hein, c'est un coup de massue et c'est vécu voilà comme un deuil. Donc ça, c'est vraiment le sentiment de deuil. Il est vraiment partagé par toutes les femmes qui vivent ça, enfin, avec lesquelles en tout cas j'ai discuté aussi. Ce qui m'a marqué, enfin pourquoi moi aussi j'étais très triste, c'est parce que voilà, c'était la chair de ma chair, c'est le produit de l'amour avec mon mari. Et ça a été très dur à accepter que voilà, ce mini embryon tout petit ne soit plus là, quoi. Mm. Et je dirais les dernières choses aussi, souvent, donc quand on discute avec des femmes à qui c'est arrivé, sur lesquelles on est assez aligné, c'est le sentiment de vide énorme une fois que tout est passé. Bah, ton corps a expulsé. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance que ça soit sans médicaments, sans opération. Il y a des femmes qui doivent aller dans tout ça et ça rajoute tellement à mon avis, de peine à cette expérience. Mais ouais, après, une fois que tout est fini, on se sent mais vide parce que voilà, on a projeté un futur. On disait qu'il y avait quelque chose en nous qui grandissait. Et quand tout est fini, moi, c'est ce sentiment-là qui m'a beaucoup peiné en fait, je dirais. Et où il a fallu travailler dessus, Ouais, forcément. j'allais dire qu'est-ce que t'as fait une fois que ça s'était passé pour justement faire ce deuil? Tout de suite, j'ai pris rendez-vous chez une psychologue qui était spécialisée dans les sujets autour de la périnatalité et qui avait aussi d'autres spécialités. Et je me suis dit, bah, à la fois, je vais en profiter en fait pour parler de plein de choses de ma vie que je voulais parler en dehors de la maternité. Parce que déjà, je m'étais toujours dit au moment où je serais enceinte, bah, c'est le moment de faire pas un bilan psychologique, mais voilà, de peut-être régler des petits soucis pour commencer sainement une nouvelle relation avec un petit être. Donc ça, je me suis dit, ça va être
voilà, doublement gagnant. Je vais travailler là-dessus. Puis en même temps, vu que j'étais vraiment pas bien par rapport à cet arrêt de grossesse, je vais en parler, surtout qu'elle était spécialisée là-dedans. Et ça m'a fait extrêmement du bien. Parce que bon, on a beau en parler avec nos amis, notre famille, moi, mon mari, j'ai été vraiment très bien soutenue pendant cette période par mes proches, il y a aucun souci là-dessus. Mais en fait, au bout d'un moment, déjà, on a l'impression de gêner aussi quand on en parle. Et puis, deuxièmement, en fait, on se dit, ouais, tout simplement, j'ai besoin d'être aidée par quelqu'un d'extérieur qui sera peut-être posé aussi d'autres mots que ceux de mes proches. Et donc ça a fait extrêmement du bien. Et donc moi, je l'ai conseillé aux personnes qui ont vécu ça parce que j'ai trouvé que c'était une super aide. Et puis en plus, elle m'a donné des exercices à faire, la psychologue, sur de la méditation, des exercices de respiration. Et lorsque j'ai été enceinte de ma deuxième grossesse, parce que forcément, ça induit après beaucoup d'anxiété lors du début de la deuxième grossesse, je faisais ces exercices de respiration tous les soirs, je crois, pendant les 3 premiers mois, jusqu'à temps que je le sente bouger, en fait, Ok. qui du coup me rassurait, Mm. parce que effectivement, l'après aussi, c'est une énorme anxiété, parce que même si j'ai eu encore la chance de retomber enceinte très rapidement, et ça, voilà, je le dis, hein, c'est extrêmement une chance, il y avait cette anxiété qui était là en moi, parce que forcément, une fois qu'on vit un arrêt de grossesse, on se dit, j'ai peut-être un problème. Je ne saurais jamais si j'ai un problème ou pas. Enfin, on verra dans le futur, mais Mm. et ça se trouve, j'en ai pas. Dans la plupart des cas, il y a aucun problème de santé. C'est juste, voilà, la nature qui a fait que. Mais du coup, forcément, j'y pensais très régulièrement au début et je me disais, peut-être que je vais revivre un second arrêt de grossesse. Et comme c'était une période très anxiogène, ces exercices de respiration m'ont fait du bien. D'autant plus que lors de ma deuxième grossesse, j'ai aussi perdu du sang au début. Donc je suis de nouveau allée aux urgences et dans ma tête, je me préparais déjà à ce que ça soit un second arrêt de grossesse parce que les saignements étaient identiques, les douleurs étaient un peu identiques. Et au final non. Au final tout s'est bien passé. Donc ça aussi, j'aime le dire aux personnes autour de moi qui sont soit enceintes ou qui ont eu un arrêt de grossesse, mais surtout les personnes qui sont enceintes, c'est que c'est pas parce qu'on a des saignements que tout va s'arrêter. Moi, je les ai eus dans les deux cas, Mm. malheureusement, et heureusement, dans le deuxième cas, ça ne voulait rien dire. Ça a été inexpliqué. Enfin, aux urgences, ils ont pas trop su me dire quoi. Et puis, surtout qu'aux urgences, je voyais que la grossesse était beaucoup plus évoluée que lorsque j'étais allée lors de ma première grossesse et que je perdais un peu de sang en même quantité, quoi. Mais du coup, voilà, on peut très bien avoir des pertes de sang et qu'il n'y ait pas forcément de problème pour autant. Dans tous les cas, c'est toujours bien d'aller consulter aux urgences pour s'assurer, voilà, qu'il n'y ait pas de grossesse extra-utérine, etc. Ouais, de toute façon, ça, dans le moindre doute, il vaut Ouais, mieux aller aux urgences pour rien exactement. et se rassurer plutôt que de regarder sur Internet et de voir tout ce Ah qui est ouais, ça possible. c'est clair. T'as dit quelque chose plusieurs fois et ça m'a marqué parce que 2 ans après, t'arrives à dire que la nature a fait que cet embryon s'est pas accroché. C'est une phrase qu'on entend souvent quand il y a un arrêt de grossesse de dire c'est qu'il pouvait pas tenir, c'est de la nature, c'est machin, ces trucs. Je sais que c'est assez difficile à entendre. Est-ce que c'est une phrase que t'as entendue et qu'est-ce que ça t'a fait et qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise à la place? Alors, totalement, c'est une phrase que absolument tout le monde m'a dit. Ma mère, mon mari, mes amis, quelques collègues dont je suis très proche à qui j'en ai parlé. C'est absolument la phrase que tout le monde m'a dit, la nature est bien faite, c'est que le bébé était pas viable. Avec du recul, totalement, totalement aligné avec ça. Mais c'est vrai que quand on vit ça, quand on est en plein dedans, c'est pas une phrase qui fait du bien. Et j'en veux absolument à personne parce que je sais pertinemment en plus que j'aurais été le genre de personne à sortir cette phrase-là si c'était arrivé à une amie à moi. Mm. Mais c'est vrai qu'en fait, sur le coup, je m'interrogeais parce que je me disais, je sentais bien que les gens voulaient être là pour moi et me rassurer en me disant cette phrase-là, mais je me disais, ça me fait pas du tout du bien parce que voilà, moi c'est ce bébé-là que je voulais, voilà, j'y étais déjà très attachée. Il y a une forme de culpabilité, un peu d'injustice aussi. Encore une fois, comme dans tout projet qu'on lance, quand ça s'arrête net, que ça soit la grossesse ou autre chose, il y a une forme toujours d'injustice. On le vit comme une injustice un petit peu. Et du coup, cette phrase, elle me faisait pas du bien. Et j'y ai pensé pendant très longtemps, et il y a encore, jusqu'à pas très longtemps, je me disais en fait, on a besoin de rationaliser les choses. Et quand il arrive un malheur à quelqu'un qu'on aime, sans qu'on ait de raison qui puisse expliquer ce malheur, on essaie de rationaliser les choses. Donc moi, je me suis dit, les gens en fait m'ont dit ça pour rationaliser parce qu'on a besoin d'explications. Et en fait, avec du recul, et c'est ce que j'ai eu, hein, j'ai eu beaucoup d'accompagnement, mais en fait, il faut juste se limiter à ça, je pense. Et c'est le conseil que je peux donner si vous avez une amie qui traverse ça, c'est juste être là
et pas essayer de trouver d'explications parce que bon bah déjà il y a que le corps médical qui pourrait potentiellement en trouver et encore bien souvent il n'y a pas d'explication. Ouais. C'est la nature encore une fois. Mais voilà, juste être présent pour votre amie, votre fille, votre cousine, votre femme qui traverse ça, en lui demandant comment ça va, en passant du temps avec elle, en l'appelant, en parlant de tout et de rien. En fait, c'est hyper simple, mais c'est juste ça qui fait du bien et qui aide à passer le temps et à passer à autre chose tout simplement. Ouais. C'est vrai pour cette histoire de rationaliser, c'est vrai pour plein de sujets en fait. Ouais, Enfin, je l'ai beaucoup vécu sur la dépression du postpartum où je pense que j'ai entendu 25 fois par jour, ça va passer. Mais en fait, c'est pas de ça que j'avais besoin. Je sais que ça va passer. Rationnellement, oui, je sais, le temps va passer. Mais comme tu dis, ce qui va le ouais, plus aider dans ces moments-là, c'était les gens qui me disaient juste, bah ouais, c'est hyper dur. Je suis là. Je sais pas quoi faire d'autre, je suis là. Bah et oui, en fait, c'est ça dont j'ai exactement. besoin, quoi. Et du coup, je comprends tout à fait ce que tu dis et je crois vraiment que je me suis posé la question, tu vois, de qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'aurais dit, bah, dans n'importe quel cas, mais où ce besoin de rationaliser. Et c'est vrai que première pensée, c'est de dire, il faut un truc pour rassurer, mais en fait, Exactement, ouais. Et j'aime bien ce que tu dis. C'est vrai que comme on fait avec un enfant ou un adulte, quand quelqu'un traverse une émotion super dure, c'est bah, valider cette émotion, effectivement, lui dire c'est ok, pleure sur mon épaule, t'as le droit de pleurer, t'es triste Mm. Ouais, et c'est ok, et je suis là pour toi et voilà. Ça fait du bien en fait. Juste ça fait du bien et sans exactement. qu'on aille se dire alors en fait c'est peut-être que qu'il se passe ci et ça dans ton corps, ça on s'en fiche en fait. Ça n'aide à rien du tout. Tu retombes enceinte facilement, tu disais, la grossesse se passe et donc Louis arrive. T'as un modèle familial qui est un peu particulier, puisque donc vous êtes en couple avec ton mari, mais ton mari n'est pas toujours à la maison. Donc vous n'êtes pas vraiment toujours en couple parental. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors en fait, mon mari travaille dans l'aviation, il est pilote de ligne, et il est sur du long courrier en plus. Je le précise parce que en fait, on a des amis à nous aussi qui sont parents, dont le mari est aussi pilote de ligne. Il est sur moyen courrier et il peut rentrer quasiment tous les jours. Donc bah déjà ça aide énormément. Nous sur long courrier, on est donc je vais expliquer le terme, mais parce que je risque de le réutiliser, c'est pour ça on est sur des rotations. Donc une rotation, c'est quand on part sur une destination, on reste quelques jours, puis on revient. On est sur des rotations qui peuvent aller de 2 jours et demi à 5 jours, quoi. Donc ça peut être plus ou moins long. Mais même 2 jours et demi au début, c'était pour moi l'épreuve. Et Ouais. du coup, c'est vrai que Thibaut a repris le travail 2 semaines, ouais, je crois 2 semaines après que j'ai accouché. Donc bah le bébé était tout bébé bébé. Forcément, il faisait pas ses nuits, tout ça, c'est une évidence. Et du coup, bah, c'était très chaotique et on n'avait rien préparé. Hein, on s'était pas du tout préparé. Du coup, quand il est parti, pour moi, ça a été extrêmement dur. Je me sentais totalement dépassée. Je me sentais nulle aussi, je me rappelle. Les 2 premières semaines, c'est le sentiment que je me disais, mais en fait, je suis nulle, je n'y connais rien. Pourtant, j'ai lu plein de livres, comment ça se fait? Et surtout que ouais, je me sentais extrêmement fatiguée. Et c'est vrai que gérer les nuits toute seule, et surtout qu'à l'époque, je me rappelle, je tirais mon lait parce que lui arrivait pas bien à téter, mais que je voulais absolument qu'il ait mon lait maternel. Donc, je me rappelle, il se réveillait, je devais tirer mon lait, lui donner, m'occuper de lui en même temps. Enfin, c'était chaotique. Franchement, c'était chaotique. C'était extrêmement éprouvant. En plus, Louis, depuis sa naissance, c'était un petit bébé qui pleure énormément. Oui, je peux le dire. Depuis qu'il est né, il pleure quand même pas mal. Et c'est vrai que les larmes d'un bébé, c'est très éprouvant, je trouve. Du coup, moi, ces 2 premières semaines, en tout cas, voilà, c'était assez dur. Et puis quand il est parti pour la première fois, c'était un challenge pas possible. Et je me rappelle, donc il est revenu 2 jours et demi après, puis il repartait, je crois, 3, 4 jours après. Et là, il repartait pour 5 jours. Wow. Et là, je me suis dit, quand j'étais en train de vivre déjà ces 2 jours et demi où il n'était pas là, je me suis dit, ah, ça va être très dur. Donc je me rappelle appeler ma mère et lui dire, bah, va falloir que tu viennes. Elle habite à 7 heures de route, hein, pour info. Et toute gentille, ma mère, elle est top là-dessus. Elle m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit. Et elle me dit, ah, enfin, je sais plus si elle me dit ou elle m'écrit un SMS plus tard. Elle me dit, ah, je suis étonnée que tu m'aies pas dit de venir plus tôt. Je fais, bah, c'est ton moment là. Prends tes billets, prends ta valise et monte. Et ça m'a fait vachement du bien, en fait, d'avoir juste une présence parce qu'au final, je me suis rendu compte que il y a plein de choses que j'ai appris vite à faire, comme toutes les mamans, hein, d'ailleurs. Hein. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Et que, bah, en fait,
faut se faire confiance. C'était la morale, je pense, de ces quelques jours un peu toute seule ou avec l'accompagnement de ma maman, c'est qu'il faut se faire confiance et qu'il y a plein de choses qu'on réussit à faire, en fait. C'était la conclusion de ces premières rotations sans Thibaut, on va dire. Hmm. Oui, et puis Voilà. comme tu disais, on peut lire plein de livres, mais bon, tant qu'on n'a pas expérimenté, Ah, mais totalement. Et ça, moi, j'ai eu ce sentiment-là sur l'allaitement, en tout hmm, cas. De me dire, ouais, j'ai trop hâte de vivre l'allaitement. En plus, bah, j'ai lu plein de livres, ça a l'air très simple. Et en fait, oh, la désillusion totale. hmm. Qu'est-ce que ça a été ta plus grosse désillusion en devenant maman? Bah, justement, je pense que c'est ça. Que c'est exactement, enfin, c'est ça. Et l'autre désillusion, on va dire, c'est, enfin, je sais pas si c'est une désillusion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, je suis persuadée que c'est hyper important, en fait, d'avoir de la famille autour de soi. C'est que quand on n'est pas entouré avec de la famille proche, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Parce qu'au début, voilà, on a besoin de l'aide pour apprendre un peu à s'occuper d'un bébé, pour souffler, pour dormir, tout simplement. Et puis un peu plus tard, là, donc aujourd'hui, mon bébé, il a 16 mois, rien que pour avoir des week-ends ou des soirées tranquilles, en fait, pour profiter avec son mari, ses amis. Je me rends compte, Hmm. effectivement, comme on l'appelle, hein, ce petit village familial qu'autrefois on avait autour de soi, de pas l'avoir autour de soi, mais c'est vrai que c'est pas simple, je trouve. Après, j'ai de la chance quand même d'avoir ma belle-mère qui est là, mais qui sort d'une maladie et qui est, voilà, qui est pas forcément en grande forme aussi pour s'en occuper tout un week-end, donc je me permettrai pas de lui demander ça. Mais du coup, et je me rends compte, et je le dis tout le temps à mes parents, je leur dis en ce moment, mais qu'est-ce que j'aimerais habiter à côté de vous? Alors qu'entre mes 20 et 30 ans, c'était en mode, allez, je veux partir, je veux mon indépendance, je vis ma vie, mais c'est normal, hein, je pense qu'on passe tous par là, et là, je suis en mode, ah, j'aimerais tellement habiter à côté de chez vous. Bah ouais, non, mais c'est sûr que ça aide carrément d'avoir des personnes de confiance à côté, parce que c'est le seul moyen de souffler, en fait. Et ah oui, un autre chose par rapport à mes parents aussi, qui m'a beaucoup aussi marqué, c'est la relation à mes parents, où je me Hmm. suis rendu compte que je devais avoir plus de reconnaissance aussi par rapport à eux, parce que waouh, c'est tellement un boulot d'être parent. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais envie de passer plus de temps avec eux, en fait, de voir vivre ma maternité, plus que ce que j'ai vécu entre mes 20 Hmm. et 30 ans. Il y a encore aucun souci parce que voilà, j'avais envie de profiter à ce moment-là. Et là, je suis dans une période en plus où j'ai envie qu'il profite de lui. Et en plus, voilà, il y a toute une partie de moi qui est pleine de reconnaissance. Moi, je trouve qu'on se rend compte à quel point on a pu être ingrat envers nos parents. Ah mais totalement, Et nos enfants le seront envers nous, et c'est le cycle, hein, mais... exactement, exactement. Donc c'est ça qui m'a marqué, je dirais. T'as continué ton accompagnement avec la psychologue après la naissance de Louis? Bah j'ai pas vraiment eu l'occasion de continuer parce que pas le temps, parce que bon bah ça c'est lié à mon quotidien. On pourra y revenir hein, sur le quotidien après de quand je suis un peu toute seule et que Thibaut est pas forcément là. Et qu'en fait les moments que j'ai de libre, j'ai envie de faire ce que j'adore faire, bien que j'ai énormément aimé l'accompagnement psy, mais j'ai pas trouvé le temps et j'avais plus envie de prioriser. Tout est une question de priorisation après, on le sait toutes, de passer mon temps à lire ou à voir des copines, je dirais à dormir parfois au début. Ouais. Donc voilà, j'ai priorisé, mais ça reste quand même moi important. Et si à un moment là je retrouve le temps Ouais. de me réaccompagner de temps en temps, bien sûr que je le ferai parce que j'ai trouvé que c'était énormément bénéfique. Oui, puis je crois que comme tu dis, c'est une question de priorité, donc peut-être que là, aujourd'hui, c'est pas un besoin fort et que dans quelques mois ou quelques années, ça le redeviendra et ou pas, mais si ça redevient, ce sera nouveau une C'est ça, priorité, quoi. parce qu'en plus, tu vois, dans mon quotidien où je suis de temps en temps toute seule, c'est vrai que moi, mes journées, je les vis un peu en mode, sans jeu de mots avec le métier de mon mari, mais en mode pilote automatique, où, où les journées doivent dérouler, quoi. Je me pose pas de questions sur ma fatigue et mon envie, et les peu de temps que j'ai pour moi à la fin d'une journée où je suis toute seule, je me fais à manger parce que j'adore me faire mes petits plats, et puis après je lis parce que j'adore lire et je me couche et Ouais, j'ai pas forcément le temps, voilà, encore une je fois pour comprends. cet accompagnement-là, mais parce que voilà, je déroule ma journée sans me poser de questions et qu'à la fin, en plus de ma journée où je suis toute seule, souvent, bah, ça me revient un peu en boomerang parce que je m'occulte forcément, où j'ai beaucoup de fatigue Mm, et mal au dos aussi, très souvent, plus que quand mm. Thibaut est là, forcément. Et du coup, bah, souvent, j'ai qu'une envie, c'est soit d'aller profiter avec des amis ou soit de me mettre au lit tôt et de bouquiner. Et voilà. Et en fait, je pense même pas que j'aurai l'énergie ou la disponibilité mentale pour cet accompagnement. Enfin, je le ferai pas bien, en fait. C'est ça que je me dis. Je serai pas dans de bonnes Ouais, je dispositions. comprends. C'est quoi aujourd'hui une journée type quand Thibaut n'est pas là?
Ouais, bah du coup, souvent je me lève bien avant Louis pour moi avoir le temps de me préparer parce que en plus là depuis qu'il marche dernièrement, bah, même avant qu'il marche, hein, parce que c'est vrai quand il était déjà à quatre pattes, il grimpait partout, mais encore plus maintenant, clairement je peux plus le laisser même 5 minutes tout seul dans l'appartement parce que j'aurais trop peur qu'il se casse la figure ou quoi. Je m'en voudrais trop, donc maintenant je me lève bien en amont et après on déroule, voilà, il se réveille, manger, le change et en plus le change, bah c'est un peu compliqué en ce moment parce que forcément il arrive à un âge où il déteste être changé, allongé, donc il s'énerve beaucoup et ça, Mm. moi je dois beaucoup travailler aussi sur moi parce que le matin moi-même je suis dans un rush, je suis déjà en train de penser à mon boulot, etc. J'apprends du coup à être patiente parce que moi je suis une grande impatiente, donc j'apprends à être patiente et à l'accompagner dans le fait qu'il ait pas envie d'être changé. Donc c'est aussi pour ça que je me lève tôt et que la routine commence très tôt parce que je sais que j'aurai pas le relais de Thibaut et que je sais qu'il va être en colère Louis. Donc voilà, je l'accompagne. On commence par Mm. jouer un peu sur la table de change, voilà, pour qu'après il accepte d'être changé. Il se dépêche d'aller à la crèche. En ce moment en plus, il veut absolument marcher. Impossible de le mettre dans sa poussette. Mm. Donc je sais que ça prend aussi du temps, mais pareil, j'apprends à être patiente. Il découvre le monde et bien sûr que, enfin, c'est sûr même qu'à son âge, on était pareil à vouloir marcher et ne pas vouloir être assis dans une poussette. Puis après, toute ma journée du boulot, voilà, commence. Et ça, c'est aussi une grande surprise pour moi, finalement, de me dire que je me repose quand je suis au boulot. Les journées où je suis toute seule, en tout cas, quand Thibaut est à l'autre bout du monde parce que j'ai vraiment des moments pour moi et j'ai personne qui à côté va me solliciter, etc. C'est à la fois drôle et triste, mais parfois je me repose quand je suis au boulot. Ça m'étonne pas, il y a quand même beaucoup de coparents qui disent, tu vois, quand nous on a un congé maternité qui dure du coup 2 mois et demi, le coparent il retourne au boulot après 1 mois max en général, et en fait, ben pour eux c'est, enfin à partir du moment où ils passent le pas de la porte, Ouais, enfin moi j'ai vraiment cette image de il passe le pas de la porte et fou, il respire et il revient dans 10 heures quoi. Enfin tu vois, et du coup il y a vraiment ce truc, je pense de, certes c'est pas du repos parce que bah oui tu fais des trucs au boulot, mais n'empêche que si tu veux aller faire pipi tranquille tu peux, si tu veux aller boire ton café tranquille tu peux, tu parles à des adultes, enfin c'est pas du tout la même charge mentale quoi. mais totalement, mais totalement. Et puis on sort de ce quotidien de maman, Mm. que j'adore particulièrement à côté, attention, hein, mais c'est vrai que ça me fait quand même du bien. Parce que voilà, quand on est toute seule, je sais que le soir en plus, va falloir que je sois disponible physiquement et Mm. mentalement pour Louis et ça me fait énormément plaisir, mais je sais aussi que je suis fatiguée à la fin de ma journée, comme Ouais. lui aussi est fatigué. Ouais. Et souvent aussi, ce qui m'arrive quand je suis au travail, quand je sais que Louis est un petit peu malade ou qu'il était de mauvaise humeur déjà le matin, j'ai un peu cette période d'appréhension quand je sais que je vais être toute seule le soir de me dire, va falloir que je gère ça et Mm. mentalement ça me prend un petit peu, tu vois, en fin d'après-midi, avant de partir du boulot pour aller le chercher à la crèche, où j'ai cette période un peu d'appréhension. Bon, forcément, c'est un peu des énergies négatives, mais voilà, ça me traverse l'esprit souvent en fin Mm. d'après-midi de me dire, ah, va falloir que je cherche ça toute seule, alors que moi aussi je suis fatiguée. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dur. Après, tout est surmontable et on se fait confiance et Mm. voilà. Mais je dirais que mes journées elles se déroulent comme ça. Et puis du coup, ouais, voilà, je vais chercher à la crèche et après une journée de crèche, souvent c'est la tempête émotionnelle parce que il adore la crèche, il est hyper épanoui et je le vois. Et je suis très Mm. contente. Je suis très contente de la crèche qu'on a choisie. Mais par contre, mais qu'est-ce qu'il est fatigué à la fin de la crèche. Mm. Donc forcément, ça revient en boomerang encore une fois pour lui et pour moi. Mais du coup, bah, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup d'impatience de son côté, un peu du mien aussi, mais encore une fois, moi, j'essaye de travailler là-dessus, quoi. Et c'est vrai que du coup, quand je le couche et que voilà, je me retrouve toute seule à la fin de la journée, ce que je disais tout à l'heure, bah moi, tout me revient en boomerang parce que Mm. waouh, la journée à m'occuper de lui, le boulot, forcément, même si je me repose au boulot, bah j'ai quand même beaucoup de choses au boulot aussi. Mm. Waouh, ça me retombe dessus, quoi, à la fin. Mm. Ouais, Euh, j'imagine. et ça, c'est démultiplié quand je suis le week-end toute seule avec lui. Enfin, voilà. Oui, bah oui, parce que là, tu l'as Et plus. je suis vidée à la fin. Ouais, tu m'étonnes. Comment tu... Est-ce que tu organises des choses en particulier le week-end quand tu es toute seule avec lui? Ouais, de plus en plus, parce que bon, après, au début, il était Mm. petit, donc organiser des activités, bon, il était trop jeune, donc ça allait pas l'intéresser, mais de plus en plus, bah, du coup, maintenant, on sort au parc, on retrouve un peu les autres familles, les autres parents, donc bah, on tisse des liens aussi comme ça. Bien sûr, de temps en temps aussi, je vois des copines ou de la famille de Thibaut. Mm. Maintenant aussi qu'il est un peu plus grand, je l'inscris à des activités.
Et donc, voilà, on s'organise comme ça. Et puis, je suis pas forcément seule dans un appartement qu'avec Mhm. lui. Donc, ça passe aussi plus vite. Mais bon, maintenant qu'il grandit aussi, bah, faut plus le surveiller parce qu'il court partout. Bien sûr, en ce moment, il veut marcher en plein milieu de la route, là où il y a des voitures. Sa passion du moment, c'est pas parce qu'on s'occupe, qu'on sort, qu'on voit du monde que c'est moins fatigant parce que lui se Bien développe sûr. et forcément, bah, il s'épanouit à explorer le monde. Mhm. Mais écoute, bah, à la fin de la journée, même si je suis fatiguée, je me dis, mais qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir dans ma vie. Donc, ça n'empêche Mhm. pas de penser tout ça. Comment ça se passe quand Thibaut revient? Alors, quand Thibaut revient, bah, il y a un certain défi pour moi, on va dire, un certain challenge, parce que, en fait, comme j'ai tellement l'habitude de gérer tout, que j'ai du mal Mhm. à désactiver ce pilote automatique. Et il faut pas que j'oublie que Thibaut, il a besoin de sa place aussi, surtout que pour lui, pour Thibaut, c'est un peu compliqué aussi de voir la relation fusionnelle forcément qu'on a avec lui, qui est, bah, cette, entre guillemets, cette grande récompense Mhm. que je me suis, que j'ai constatée. On est très Ouais. fusionnel avec lui et c'est dur aussi pour Thibaut, des fois, de pas avoir la même relation que j'ai avec lui. Donc, parfois, il est un Mhm. peu triste et c'est à moi aussi de savoir, bah, déjà rien que pour mon bonheur personnel, de prendre du recul, de le laisser gérer pour aussi moi souffler. Et puis de le laisser aussi développer sa relation avec Louis qui bah, met plus de temps à se construire forcément parce que Bien sûr. quand il enchaîne les vols et les périodes de 3 à 5 jours où il est pas là, bah, la relation elle se construit pas de la même façon. Donc c'est plutôt ça en ce moment le challenge pour nous d'un point de vue relationnel, on va dire. Mhm. Ouais, je comprends. Sur le l'aspect relationnel, justement, comment ce rythme, en plus de l'arrivée de Louis, ça impacte votre couple? Parce que déjà, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça peut être un peu de tsunami. Mais en plus, quand il y en a un des deux qui est pas là 100% du temps, je suppose que la relation est encore différente. Comment vous l'avez vécu et comment vous le vivez aujourd'hui? C'est une super bonne question, d'autant plus que Thibaut, en plus de pas être là, forcément, donc il fait du long courrier, il a le décalage horaire, en plus parfois enfin c'est très souvent même il travaille la nuit. Mm. Donc quand il revient, il est explosé de fatigue, c'est-à-dire que il vient, il s'assoit dans le canapé, on se dit qu'on mange et par exemple le temps que je prépare à manger, tac, il s'est endormi, il peut dormir pendant 2 heures, je peux faire tout le bruit à côté, il va pas se réveiller Mm. tellement il est dans un coma Ouais. de fatigue quoi. Donc et puis comme il est fatigué et que moi aussi je suis fatiguée du coup, quand bah Louis est un peu compliqué à gérer, bah forcément c'est que là les tensions arrivent et c'est normal, hein, il n'y a pas de honte ou de problème avec ça. C'est d'autant plus difficile de gérer ça. Mais du coup, on travaille sur nous. On se dit tout de suite quand voilà, le ton peut monter, bah, c'est qu'on est fatigué, donc Mm. on redescend. Donc on verbalise tout ça. On se dit non, ça sert à rien d'envenimer les choses. On est fatigué. Et puis bon après, pour son rythme, moi j'y suis quand même habituée depuis Oui. une dizaine d'années, donc je sais Oui. comment ça fonctionne. Je lui en veux pas du tout. Je sais dans quoi je me suis engagée. Hein, ça fait 10 ans qu'on vit comme ça. Par contre, du coup, effectivement, on a beaucoup moins de temps aussi pour nous deux, mais ça, c'est vrai pour tous les couples, hein, c'est pas que pour nous. Mais bon, le fait déjà qu'on soit pas au quotidien ensemble, on en Mm. a encore moins. Et c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais je me suis mis à 90% dans mon travail, ce qui fait que j'ai une demi-journée non travaillée, que je prends généralement le mercredi après-midi. Au début, je pensais l'utiliser uniquement pour m'occuper de Louis, pour passer du temps avec lui, parce que forcément, la semaine, je le vois pas beaucoup. Et au final, je m'en sers quand même très régulièrement pour Louis. Mais quand Thibaut, il est pas en vol, on se dit aussi, bah, on va garder ce moment-là pour se faire un restaurant tous les deux le mercredi midi et pour se faire une activité ou tout simplement être tous les deux. Et ça, c'est une routine qu'on a cranté quand il est là encore une fois, donc routine entre guillemets parce qu'on n'en a pas vraiment avec le métier de Thibaut, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir ce rituel de temps en temps pour se retrouver Mm. parce que les moments sont rares et les moments de qualité aussi sont moins là souvent qu'avant, c'est normal forcément. Et donc ritualiser ce moment à deux, bah ça fait du bien parce qu'on se dit bah on est sûr au moins de se retrouver à ce moment-là tous les deux. Encore une fois quand Thibaut n'est pas en vol. Je trouve qu'on a vite fait de se dire oui, oui, on fera ça, et puis en fait le temps passe, et puis tu sais, ça fait déjà 6 mois, et en fait, bah il s'est rien passé en 6 mois parce que la vie de parent. Mais je me rappelle, tu vois, sur ce sujet-là, il y a quelques années, il y avait un collègue à moi, un papa justement, qui me disait, oui, moi, le jeudi soir, on fait ça avec ma femme. Et je me disais, oh, c'est hyper triste de prévoir ça tous les jeudis soirs. Mais en fait, maintenant, quelques années après, Ouais, je fais, c'est mais il clair. a tellement raison. Ouais. Enfin, c'est ce qu'il faut Ouais. faire, quoi. Bah en fait, non mais c'est Cranter. ça. En fait, si c'est pas écrit dans l'agenda,
bah t'as vite fait de faire autre chose parce que t'es Ouais, fatigué, parce qu'il y a mille autres raisons de, effectivement, un peu comme tu disais tout à l'heure, en fait, quand la fin de journée arrive, que tu sois tout seul ou que ton partenaire soit là, t'as juste envie d'aller te coucher et de mettre ton cerveau sur pause, quoi. Et en fait, au début, ça demande quand même un peu d'effort, je trouve, de se dire, exactement. non, non, là, c'est notre moment à tous les deux, même si c'est que 15 minutes, c'est 15 minutes de qualité et on pose les téléphones et puis on se parle, quoi. C'est bête, mais c'est hyper important. Exactement. Comment t'avais imaginé, enfin, comment tu t'étais imaginé en tant que maman et comment t'es dans la réalité? Alors, c'est marrant parce que moi, je suis une personne qui anticipe énormément de choses. Ça, c'est ma partie un peu stressée. Mais par contre, là-dessus, j'avais rien imaginé du tout. Et je m'étonne là-dessus d'ailleurs, je me laisse vraiment porter au jour le jour. Et j'ai l'impression que c'est Louis qui façonne la mère que je suis aussi et que je m'adapte beaucoup à son évolution en fait. Mais je Mm. m'étais jamais dit ah je serai comme ça, c'est sûr. Bon, s'il y a peut-être une chose sur laquelle j'étais sûre, c'est que j'allais l'aimer de tout mon cœur et lui montrer tout mon amour, et être quelqu'un de bienveillant, mais comme j'essaye de l'être tous les jours avec tous les gens qui m'entourent d'ailleurs. Mais voilà, j'avais pas trop, je m'étais pas imaginé quelque chose de très précis. Et en fait, je suis super contente parce que je pense qu'on peut avoir pas mal de désillusions et de déceptions si on s'imagine beaucoup de choses. Parce que tant qu'on vit pas la maternité, je trouve que c'est impossible de se l'imaginer en fait. Entre ce qu'on lit, ce qu'on s'imagine et ce qu'on vit vraiment, il y a un Mm. gap. Ouais, exactement, tout à fait. Si un jour il y a un deuxième enfant qui arrive dans votre famille, qu'est-ce que tu ferais différemment pour l'arrivée de cet enfant? Bah, déjà, je me stresserais beaucoup moins. Mais bon, ça, je pense que c'est propre à toutes les mamans. Mais Oui. ce que je m'en fais pour Louis, mais même encore aujourd'hui. Et en fait, souvent, on a cette discussion avec des personnes qui sont déjà mamans et on se dit, non, mais on se prendrait tellement moins la tête. Mm. Et ça, c'est déjà vrai. Mm. Après, je pense que je changerais pas forcément quelque chose parce que je suis plutôt contente et fière de comment ça s'est déroulé jusqu'à là. Donc, Mm. bon, ça serait un peu la même chose, mais en beaucoup moins stressé. C'est bien. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Alors, la dernière fois que j'ai été fière de moi, je pense que c'est un moment d'ailleurs où j'étais toute seule, dans mon quotidien toute seule. On a recommencé la crèche là au mois de septembre à la rentrée et Louis a commencé sa rentrée par faire une gastro. Et Super. évidemment, ce genre d'événement arrive tout le temps quand je suis seule, parce que Mm. sinon ce n'est pas drôle. Mm. Et je me rappelle donc je le couche un soir et je sais pas, je le vois se tourner dans tous les sens, dans sa caméra sur sa caméra. Et puis à un moment, je l'entends pleurer. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Sachant que là-dessus, j'ai beaucoup de chance aussi. Louis est un bébé qui s'endort très facilement, sans forcément d'accompagnement. Enfin, il dort tout de suite. De toute façon, il est tellement crevé après la crèche qu'il dort. Mm. Et là, donc il se tourne pendant 1 heure, il pleure. Et là, j'arrive dans sa chambre et du vomi partout. Donc Mm. forcément, sur le doudou, la gigoteuse, le lit, les barreaux du lit, le mur, forcément, parce que c'est en jet. Et là, je me dis, waouh, la soirée là risque d'être longue. Et puis surtout, ça faisait beaucoup de peine pour lui. Mm. Et je me rappelle, ce soir-là, c'était la soirée de clôture non, d'ouverture des Jeux paralympiques. Ou de clôture, oh, je sais plus. Peut-être de clôture. Et du coup, je me rappelle, je me dis, bon, bah là, je suis toute seule. Va falloir que je gère le petit qui est malade et bah, tout nettoyer, forcément, parce qu'il y en avait partout. Il était hors de question pour moi d'attendre le matin. Il était peut-être 21 h, mais il était hors de question pour moi d'attendre pour nettoyer. Donc je crois que c'était la deuxième fois, parce que la première fois, on l'avait mis devant la télé, mais genre 10 minutes pour regarder quelque chose des JO. Et là, je me Mm. dis, ouais, bon, allez, pas le choix. Je le prends, je le mets devant la télé, devant cette cérémonie d'ouverture ou de clôture, je ne sais plus. Et, en plus, je vois qu'il retrouve le sourire tout de suite. Il regarde les athlètes, il était trop marrant, il leur faisait coucou. Donc déjà, moi, ça me faisait plaisir parce qu'il était plus à pleurer. Donc je me mets à tout nettoyer. Mais bon, voilà, il est 22 h, je suis super fatiguée. Et je me dis, bon, bah, il a du mal digérer, quoi. Et en fait, donc je le remets au lit avec des nouveaux draps, etc. Une nouvelle gigoteuse. Je n'ai que 2 gigoteuses, bien sûr. Et là, 15 minutes après, rebelote. Oh. Et là, je me dis, oh, mais non, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Surtout que là, j'allais être à court de draps pour son lit, etc. Et puis, du coup, après, ça s'enchaîne. Il n'arrête pas de vomir. Et puis, cette journée-là, il faisait encore très chaud. Je Mm. me rappelle. Et puis, du coup, moi, je viens angoissée parce que je me dis, mais il va totalement se déshydrater. Parce que, bien sûr, entre tout ça, j'essaie de lui proposer de l'eau. Mais il refuse de prendre quoi que ce soit. Mais c'est normal quand on est dans ces Mm. moments-là. On n'a pas envie d'ingurgiter quoi que ce soit. Ouais.
Et je me mets à stresser, je me dis, bon, bah, je vais appeler SOS médecin. Et puis, je me rappelle que les SOS médecins se déplaçaient pas. Il fallait venir les voir, mais moi, bon, moi, j'avais tout le rangement, tout le nettoyage à faire. J'avais Louis qui était pas bien, mais je ne voyais pas prendre la voiture à cette heure-là. Enfin, impossible. Et du coup, bah, je me retrouve à appeler le 15, pas pour les faire venir, pas du tout, parce qu'on n'était pas du tout en situation d'urgence vitale, mais plus pour avoir des conseils. Et d'ailleurs, ça, c'est un conseil que je me suis dit, il faut que je donne, parce que je me suis plusieurs fois retrouvée à les appeler, pas forcément pour les faire venir en urgence, mais pour avoir juste des conseils, et pas pour aller aux urgences aussi pour rien. Et en fait, c'est à chaque fois, je suis tombée sur des super médecins, des super conseils. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je peux donner. N'hésitez pas à appeler pour rien que vous rassurer. Et mais voilà, voilà à retrouver. Je me retrouve à appeler le 15, à gérer Louis qui arrêtait pas de pleurer, de vomir non-stop. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais on peut faire une solution de réhydratation maison avec du sel, du sucre et de l'eau. Je vais pas donner la recette parce que je voudrais pas donner de dire de bêtises, mais ça se trouve sur Internet et c'est hyper simple. Ou si vous avez du jus de pomme aussi, ça peut être une solution à avoir une solution de réhydratation qu'on peut acheter en pharmacie. Donc voilà, j'ai trouvé le conseil très bien, donc je la partage. Mais en tout cas, voilà, j'ai été très fière pour répondre à ta question parce que ça a été très éprouvant pour lui et pour moi de gérer le nettoyage, de gérer le petit bonhomme pas mal malade. On a fini par dormir ensemble et pas dormir de la nuit parce que lui il était trop content de dormir avec maman et il dormait sur moi tout du long. Donc j'ai dû dormir tout cassé, je pense 2 heures. Et lui, c'est un peu pareil. Mais voilà, à mon moment du premier vomissement, je me suis dit, oh là là, gérer ça toute seule, ça va être une horreur. Bon, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais au final, voilà, on passe à travers de tout et on se sent fort après. Euh, donc voilà, c'était la dernière fierté simple. Hein, c'est très simple comme fierté, mais je me suis dit, ah, je suis contente parce que souvent je me fais une montagne des moments où je peux être qu'avec lui et traverser ce genre de choses. Et en fait, tout est possible, quoi. Tout est possible. Tout Faut est, se faire po- confiance. tout est possible. Mais tu sais, je pense vraiment que quand on devient parent, on devient des super-héros, hein. Franchement, on arrive à faire des trucs. Peut-être aussi une autre chose aussi que j'aimerais partager parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là en termes de fierté aussi, mais des fiertés simples. Mais je pense qu'on passe tous par là. En ce moment, donc je disais, donc Louis, il a des premières frustrations sur pas mal de choses et je me retrouve aussi à être fière de moi parce que je l'accompagne dans ses frustrations, voilà, à valider ses émotions. À pas m'énerver. Alors que je suis une personne quand même très impatiente dans la vie de tous les jours, donc ça, je me dis que je suis fière de moi. Et aussi, je suis fière de moi parce que de plus en plus, j'arrive aussi parfois à m'asseoir dans mon inconfort de ces frustrations. Quand je dis m'asseoir dans mon inconfort, c'est que c'est dur pour moi de le voir pleurer ou triste, mais des fois, lui dire non parce qu'il veut aller sur la route, bah c'est pour sa sécurité, donc bah, c'est normal qu'il pleure et voilà. Ou alors le regard des autres aussi, des fois, il est extrêmement prenant quand au parc, je lui dis qu'on part parce que voilà, on a fait le tour de tous les jeux, que ça fait 1 heure et demie qu'on y est et qu'il faut rentrer parce qu'il faut aller faire la sieste ou manger tout simplement. Bah, c'est normal de lui dire non aussi. Et au début, j'avais beaucoup de mal à gérer ces peurs-là et j'avais tendance à tout de suite surréagir pour qu'il arrête de pleurer. Mais moi, ça m'épuisait et puis c'est pas aussi forcément bon pour lui. En tout cas, pour ce genre de pleurs, il y a des pleurs où il faut être totalement là pour notre enfant, mais il y a des choses aussi, faut lui expliquer pourquoi c'est pas bien, ou pour lui de rester là où il est, ou d'être sur la route, quoi, tout simplement. Et de plus en plus, j'accepte, voilà, de m'asseoir dans cet inconfort, de le voir triste ou en colère, mais c'est encore une fois sa sécurité, et je m'autorise à voir mon fils frustré, et je m'autorise à le faire vivre aussi bah, ces émotions que sont la déception et la colère, parce qu'il y a certaines fois où ça peut être aussi bon pour lui comme pour moi. Et ça a aussi été un travail parce que l'aimant de tout mon cœur, encore une fois, je ne voulais pas le laisser pleurer ou encore en ayant peur du regard des autres, je voulais absolument qu'il n'y ait pas de moment comme ça. Mais c'est normal que ça arrive et, et c'est OK, quoi. Voilà. Et donc, je suis plutôt fière de ça. C'est marrant ce truc du regard des autres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué récemment. De me dire, en fait, le regard des autres, c'est même pas. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme c'est même pas le regard des autres sur mon enfant, c'est le regard des autres sur moi. Au début, je le vivais comme non, mais j'ai pas envie que on pense je ne sais pas quoi de mon enfant. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte, c'est pas de mon enfant que j'ai peur, c'est j'ai peur que les gens pensent de moi que je ne sais Ouais. pas gérer mon enfant. Non, mais Ce totalement. qui est crétin. Enfin, je veux dire, on est tous parents et on sait tous que nos enfants ont des moments de crise et comme tu dis, c'est complètement normal et on peut pas les arrêter. Et c'est d'ailleurs, comme tu le dis très bien, c'est bien aussi qu'ils le vivent et qu'on soit là pour les accompagner là-dedans. Mais c'est intéressant, je trouve, ouais, de se rendre compte que ce regard des autres, en fait, c'est sur nous qu'on le pose et bon, bah, c'est à nous d'apprendre à pas s'y fier, quoi. Ouais, Mais bon, exactement. c'est un travail. C'est bien, c'est une belle conclusion.
Merci beaucoup, Camille, pour tout ton partage. Bah, merci à toi de nous donner une voix. Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.